Cédric Doumbé est de retour dans la cage ce vendredi face à Jalil Willis, un combattant au palmarès de 16 victoires pour 5 défaites qui fera son 8e combat au Bellator. Est-ce un adversaire de taille? Est-ce un combat de relance pour Doumbé? Quels sont les points d'attention dans ce combat? On vous analyse tout ça avec Brian après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, on parle de Cédric Doumbé. On se doit donc de parler un peu histoire, narrative, drama, etc., etc. Le fait qu'il prenne un combat si rapidement, est-ce que tu penses que c'est pour passer à autre chose, accepter la défaite et se concentrer sur la suite de sa carrière? Oui, je pense. Je pense qu'il y a deux éléments sur cette décision. La première, effectivement, elle est sur le plan business, tu vois. Donc, de passer à autre chose et de pouvoir relancer la machine de show et tout le bazar. Et puis, je pense qu'il y a aussi, sur le plan sportif, une volonté de montrer qu'il a sa place dans le top et que sportivement parlant, sa reconversion est effective, tu vois. Et puis on le dit souvent, hein, en MMA, les gens ont la mémoire courte, donc il n'y a que ton dernier combat qui a de la valeur. Max Holloway en parlait sur le dernier Joe Rogan, hein, où il disait que même 2 victoires après sa dernière défaite contre Volkanovski, les gens rebondissaient encore sur sa défaite contre Volkanovski, et je pense que c'est aussi une manière pour un combattant de plus vite oublier ce qui s'est passé et plus vite faire oublier ce qui s'est passé lors de la dernière défaite. Donc je pense qu'il veut enchaîner les combats maintenant et repartir dans le moule du sport, parce que clairement c'est 2, 3, enfin même en fait tous ses premiers combats en MMA, c'était plus création du buzz, création d'une histoire autour de lui. Et maintenant, son combat, on en parle beaucoup moins, pour la simple et bonne raison qu'il communique moins autour de ça. Et comme on l'a déjà dit pour d'autres athlètes, quand tu te concentres sur ta communication, ça empiète un peu sur ton développement sportif. Là, j'ai l'impression qu'il va vraiment se concentrer sur sa carrière sportive et un tout petit peu moins sur la communication autour de ses combats. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette hypothèse / analyse. Oui, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, il y a un truc que moi je trouve très important dans le management des carrières, tu vois. C'est que, ouais, effectivement, suite à une défaite, c'est souvent intéressant de pouvoir rebondir rapidement pour pouvoir relancer le business, tu vois. Et c'est vrai que suite à une victoire, c'est plutôt intéressant de profiter de la vague, de la dynamique pour signer des contrats, faire des séminaires et tout, et plutôt que de repartir directement sur un combat. Et ça, c'est souvent plutôt le management qui doit... Alors, un combattant qui perd, la plupart du temps, il veut rebondir rapidement. Il va demander un combat. Ouais, non, vas-y, trouve-moi quelque chose. Il faut que je combatte, il faut que je me remette sur les rails. Ouais. Et par contre, dans la victoire, eh bien, c'est souvent au management de dire non, attends, là, on prend 2-3 mois, on profite de la vague, tu vas faire les plateaux télé, enfin, on fait les sponsors, les trucs, les machins, on se concentre sur le suivant, tu fais un step-up. Plutôt que de reprendre un combat, par exemple, comme a fait Dustin Poirier, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Ouais. J'aime bien ce que tu dis, que c'est... tu utilises le terme généralement ou souvent, parce qu'effectivement, de temps en temps, suite à une défaite, une dure défaite dans une guerre ou par KO, là, tu es obligé de prendre du temps. Mais quand tu sors d'une défaite sans trop de bobos, c'est intéressant de repartir sur un autre combat pour ne pas rester sur une défaite. Je pense que dans ta tête... Oui, tu as raison. Tu as raison de bien nuancer. Mais on voit quand même que la dynamique, même face à un KO, le management, il est très important, parce qu'un combattant qui prend un KO, il a directement envie de rebondir sur autre chose. Jamal Hill. Oui, Jamal Hill, par exemple, a une grosse erreur de management. Mais on a par exemple Benoît qui voulait directement repartir à l'entraînement. Il a été freiné, il veut directement combattre. On dit ok, pas de stress. Il lui trouve un combat de grappling. Donc la dynamique, elle reste relativement bonne. Ouais. Parce que une victoire, même si c'est en grappling et tout, permettrait de relancer un peu la machine, la machine du business, médiatique, tout ce que tu veux. Et puis aussi pour le combattant, l'aspect mental, tu vois. Ouais, c'est...
c'est bien parce que ça met un peu la lumière sur l'importance du management, mais aussi de l'entourage, parce que de temps en temps, tu as voilà, ça arrive évidemment des managers qui regardent que leurs propres intérêts, et dans ce cas-là, bah, si tu n'as pas un manager qui est ultra bienveillant et ultra présent pour toi et ta santé, c'est important d'avoir plutôt un entourage qui n'est pas rempli de yes men et des gens qui sont capables de te remettre un peu la tête sur les épaules en disant non, non, mais là c'est trop tôt pour toi ou ce genre de choses. Mais c'est une analyse intéressante parce qu'on le voit souvent par rapport aux défaites, mais j'aime bien ce que tu dis aussi par rapport aux victoires. Le fait de. Bon, ça dépend du combat évidemment. Hein. T'es sur un combat que personne n'a regardé, tu as une victoire, c'est même intéressant de temps en temps de recombattre juste derrière pour créer une vague justement. Ah, le mec a combattu 5 fois cette année, il a 5 victoires, boum. C'est un gros argument. Mais par contre, dans le cas de Baki, par exemple, qui prend une victoire contre Doumbé, ben, c'est intéressant de son côté de ne pas combattre dans les 3-4 mois qui arrivent, justement pour, comme tu dis, être présent à gauche, à droite, créer du revenu par d'autres moyens que le combat directement et au sein d'une cage. Ouais. Très bonne première digression sur ce podcast. Passons directement aux forces et faiblesses dans ce combat. Alors, prélude, pour ceux qui ne savent pas, le combat de Cédric Doumbé, c'est au Bellator Paris. Ce sera donc disponible sur DAZN. Pour le voir sur DAZN, on vous met les liens d'affiliation en description de cette vidéo. C'est pas plus cher, c'est pas moins cher si vous passez par nos liens d'affiliation. C'est juste la même chose. Ça nous aide simplement. Donc voilà, si vous voulez supporter notre projet en regardant ce combat, parce que vous comptez le regarder, utilisez nos liens d'affiliation, tout simple. Et puis c'est plus facile, ça permet de ne pas chercher sur Google et de juste cliquer en dessous de la vidéo. Alors, Jalil Willis, qui est-il? J'ai commencé factuellement. Factuellement, c'est un combattant professionnel de MMA depuis 2014. Il a 21 combats professionnels, dont 16 victoires, 5 défaites. Il a un palmarès au Bellator de 4 victoires pour 3 défaites. Les 3 défaites sont sur les 4 derniers combats. Donc il n'est pas sur un bon... pas sur un très bon run, ça on va être 100% honnête, mais on doit quand même souligner que toutes ces défaites au Bellator, comme avant qu'il soit au Bellator, sont face à des gars solides, peut-être à l'exception de Omazi, qu'on pourrait considérer comme subtop. C'est un bon combattant, il est passé par l'UFC, mais il n'a pas de victoire à l'UFC. Voilà, c'est pas le gars solide, mais c'est pas un mauvais gars non plus. Sur ses 16 victoires, Jalil Willis en a 5 par KO, 0 par soumission. Il a 2 défaites sur ses 5 défaites par soumission. J'en arrive à la conclusion, rien que par les statistiques, que c'est un striker MMA. Est-ce que tu t'alignes à ça en ayant analysé son style au travers de certains de ses combats? Ouais. J'ai marqué bon kickboxer MMA. Ouais. Et je te rejoins sur les défaites. Alors, c'est pas tant sur la question de la solidité de ses adversaires, mais j'ai mis qu'elles étaient... ces défaites étaient legit, tu vois. Voilà. Légitime dans le sens où il a 2 défaites par soumission. On voit qu'il y a un gros défaut clairement dans son grappling. Et la 3e défaite, c'est sur un genou. Enfin voilà, je pense que quasi invisible dans le clinch, n'importe qui se le prend, finit KO, tu vois. Mm-hmm. C'est pas genre il s'est fait rouler dessus, surdominer et puis il perd parce qu'il y a beaucoup de trous dans son jeu. Non, là vraiment tu ne pouvais que perdre en te prenant ce type de genou, tu vois. Ouais. Donc ouais. Là-dessus, je te rejoins. Ok. Donc moi, pour le décrire maintenant en termes de style de combattant et force et faiblesse, c'est un droitier de base qui switch de temps en temps. Il va de temps en temps bosser en gaucher. C'est assez rare, mais voilà, il varie de temps en temps à ce niveau-là. Ses attaques sont assez variées. Il va travailler des single attaques, puis des combinaisons. Il travaille sur les 3 niveaux. Il va envoyer des front kicks, des low kicks, des switch middle. Son anglaise, elle part sur la tête, sur le corps. En termes de défense, c'est majoritairement désengagé, donc il a besoin d'espace derrière lui, même si de temps en temps il peut chercher le contre, l'esquive avec le contre synchronisé. Il travaille de temps en temps avec le hand trap, même en garde fermée, ce qui est plus rare, mais ça lui arrive d'aller chercher les mains de son adversaire pour travailler là-dessus. Il cherche à avancer, c'est pas un gros combattant à pression, mais il préfère quand même avancer sur ses adversaires. Il est plutôt léger sur ses appuis dans les moments creux, mais par contre il va ancrer ses pieds au moment de l'action. Je ne sais pas si tu t'alignes à ça. Voilà, il bouge plutôt bien, mais dès qu'il y a de l'action, voilà, il va ancrer ses pieds, il va même presque squatter à la Yoel Romero pour charger ses attaques. Et il pousse beaucoup son anglaise, dans le sens où c'est pas vraiment des coups de fouet, son jab c'est plus poussé, comme l'adversaire de Kevin Jousset qu'on avait analysé. Hein, c'est des frappes un peu poussées. Et alors ce que j'ai noté dans les moi j'ai pas trouvé qu'il avait les frappes très poussées, hein, par contre. Hein. C'est jab au corps en tout cas.
Ah, au corps, peut-être, ouais. Ouais, sur les jabs au corps, en tout cas. Ouais, peut-être, mais... C'est ça qui m'a Non, fait parce que... écrire ça, en tout cas. C'est les jabs au corps. Ok. Ça s'est poussé, tiens. Ouais, mais un jab au corps. Parce qu'une frappe poussée à la tête, tout de suite, ça fait penser que face à un Cédric Doumbé, il y aurait Cross-counter. voilà, tous les contres possibles. Au Ouais. corps, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mhm. Une frappe poussée au corps à contrer, c'est un peu plus compliqué. Par contre, sur les ouvertures en pied-point, je trouve qu'il est très ouvert au check hook en garde fermée. Il s'en prend pas mal contre Crutch. Sa dernière victoire. Crutchmer. Ouais. Ou tu vois. Je vois le nom, je vois le nom. Oh, voilà. Écoute, alors moi je te rejoins. Donc moi ce que j'ai marqué, j'ai pas marqué qu'il était assez varié, j'ai marqué qu'il y avait une grosse variété de frappes. Ok. Ouais, pour moi, il y a vraiment une grosse variété de frappes dans son jeu. J'étais plutôt étonné dans le sens où il n'y a pas beaucoup de patterns en soi. C'est pas genre il va vraiment, enfin, je me suis dit, attends, ça va se calmer un petit peu au fur et à mesure des rounds, ça va commencer à changer. Là, j'ai fait une liste des combinaisons qu'il peut utiliser et il n'y a pas réellement de choses qui reviennent, tu vois. Donc, il va utiliser son jab, comme tu l'as dit, il va utiliser envoyer un jab, puis déplacer, puis envoyer un crochet arrière, déplacer, puis envoyer un jab, crochet arrière, puis après, il va partir sur du 2-1, puis après sur du shift, puis du changement, puis après, comme tu as dit, les hand trap, donc il va prendre un catch pour un 4. Quasi pas travaillé au corps pendant le premier round, à partir du deuxième, de plus en plus de frappes au corps. Là, je te parle sur un combat, hein, tu vois. Oui. Donc, tu l'as dit, il y a eu des switches. Switch middle qu'il a envoyé plusieurs fois dans plusieurs de ses combats. Le switch middle, switch cross, donc il va switcher et envoyer son bras gauche qui passe après. Les combinaisons frappe au corps, frappe à la tête, 2 frappes au corps, une frappe à la tête, esquive, alors qu'il n'y en a quasi pas pendant tout le combat. Et donc cette variété-là, souvent quand tu as un kickboxer qui a un bon panel technique, au fur et à mesure que la fatigue avance, ça diminue, tu vois. Ouais. Ça veut dire que tu vas présenter, je sais pas, une dizaine de techniques, et plus ça avance, il t'en reste plus 5, et plus que 2, et après, tu es presque à un 1-2 tout le long, tu vois. Ouais. Et bien là, sur le temps, il est capable. Donc ça montre quand même que derrière, c'est un bon kickboxer MMA avec une bonne variété de frappes. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas encore parlé striker d'élite, loin de là. Mais voilà, je pense que maintenant, il a un vrai bagage technique en kickboxing pour du MMA. J'aime bien ce que tu dis, puisque le fait que tu vois, il varie tellement ses frappes, donc il varie sur les niveaux, il varie sur le nombre de frappes qui viennent, il varie sur les angles ou sur les gardes. Il n'y a pas de comme tu l'as dit, il n'y a pas de pattern, et quand il n'y a pas de pattern, c'est difficile de lire, c'est difficile de dire, ok, quand je vois ça chez lui, il y a ça qui vient après, donc je vais pouvoir capitaliser sur cette lecture pour me créer une opportunité. Pour les contres, surtout. Ouais, pour les contres. Et donc, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant et je trouve ça très, très bien pour ce combat-là, notamment. Donc, pas de pattern. Et autre chose, sur le fait qu'il y ait une grande variété, il se déplace beaucoup. Donc, il installe un jeu, tu vois. Il va installer son jeu. Et on a quand même parlé de l'aspect grappling, parce que dans une interview, je crois que c'est sur La Sueur qui dit ça, il dit, je vais utiliser ma lutte, je vais le taper au sol, je vais le soumettre parce qu'il n'a pas de sol. Est-ce que tu vois ça comme une possibilité? Alors, j'ai entendu parler de cette interview, et donc forcément, je suis parti chercher des combats où il utilisait de la lutte et tout, et il faut remonter très, très en arrière. Ouais. Donc, il faut remonter à 2016, 2019, où il utilisait de la lutte. Il y a 2 techniques qui reviennent particulièrement, donc l'inside leg trip, qu'il utilise, et puis sur un combat de 2019, je crois, beaucoup de double leg, où il va saisir les 2 jambes, soit à la cage, en contre, quand l'adversaire avance, ou attaquer directement, et ce qu'on appelle cut the corner, donc dès qu'il a saisi, plutôt que de soulever, il va tourner, faire une rotation autour des 2 jambes pour mettre au sol, avec un travail au sol de contrôle. Pour moi, son gros point faible, c'est son grappling. Que ce soit offensif ou défensif, on le voit sur ses défaites.
à Jalil, même sur ses victoires. Il y a des choses qui trompent pas, tu vois. Genre quand il va prendre le dos, il y a une défaite où il prend le dos, il saute, il est beaucoup trop haut, il finit par tomber. Enfin, C'est contre Mazzi, celle-là, je pense d'ailleurs. ouais, Il me voilà. semble, ouais. C'est une prise de dos qui est vouée à l'échec, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est des erreurs où tu te dis, ah, tu manques de pratique, mon ami. Il prend une tentative d'étranglement sur une victoire, sur un combat de 2019. Les placements dans le dos, les crochets, tu vois que c'est pas, voilà, il skip de BG Day, tu vois. Ouais, c'est une Il bleue. loupe les C'est quoi niveau ceinture bleue sur le Ouais, oui. bleu violette, Ouais, ouais. bleu. Ouais. Ouais, niveau ceinture bleu-violette, oui. Moi, Mhm. j'ai des élèves qui ont même pas un niveau qui ont 1 an, ils me font ça, bien évidemment, ils vont se faire engueuler, tu vois. Ah ouais, non. Tu me fais rire quand tu dis ça. Ah ben, faut être exigeant dans la vie, tu vois. Faut être exigeant. Ouais. Ils savent, faut être exigeant, mais c'est des choses qui peuvent pas se produire, tu vois. Une perte de dos, moi, ça fait partie des choses dans l'apprentissage. Tes positions, tu les gardes. Tu Mhm. commences pas à faire des trucs sauter, machin, et dans le dos, c'est des trucs qu'on travaille beaucoup, tu vois. Mhm. Donc oui, en fonction des clubs, ça c'est même pas un niveau de ceinture bleue. Ok. Un club qui est exigeant, moi personnellement, je suis un club de jiu-jitsu brésilien, j'ai un gars qui me prend un dos et qui tente un étranglement comme ça, je lui donne pas sa bleue, ça c'est sûr, tu vois. Ok. Donc, mais voilà, c'est en fonction de l'exigence, bien évidemment. Mhm. Donc c'est son gros défaut. En lutte, par contre, j'ai cru entendre qu'il avait un passif de lutte. Bah, j'aurais peut-être dû me renseigner là-dessus. C'est vrai que je te lance sur la question, j'ai pas la réponse moi-même. Mais en fait, moi, qu'il y ait un passif de lutte ou pas, ça me fait un peu penser à Gaethje. Tu vois, si tu l'utilises pas en MMA et que les moments où tu l'utilises en MMA, c'est pas quali, ça a plus beaucoup de valeur, je trouve. Mhm. Bon, ça veut dire certaines choses, que tu as peut-être une logique naturelle, un positionnement naturel Ouais. sur ouais, positionnement du corps et certains automatismes. Mais si tu l'as pas travaillé en MMA, enfin, tu vois, ça devient un peu nul. Ouais. Moi, je pense qu'il a un passif de lutte universitaire, en tout cas dans sa manière de se déplacer, dans sa manière de Ouais, se mouvoir. Tu vois que sur le combat de 2019, les placements, les genoux au sol, euh, il y a quelque chose. Tu sens que c'est pas nouveau. Il va prendre un body lock, il réengage son body lock pour aller chercher le corps. Mais par contre, tu sens que c'est des restes, tu vois. ouais, mais justement parce que attends, j'ai plus envie d'écorcher le nom, donc contre sa dernière victoire contre Krutschmer, j'avais raison, Kyle Krutschmer. Il y a une séquence au sol et c'est pas une amenée au sol, c'est Krutschmer qui se plante sur un low kick, je pense, ou sur un kick, peu importe. Et Ouais, quand ça va au sol, déjà Krutschmer utilise la garde papillon, donc c'est un truc ouais. que Doumbé avait bien utilisé contre Baki. Et donc je vois Doumbé, si ça va au sol, je vois Doumbé se relever assez facilement s'il a la garde papillon. Et tu vois Jalil Willis qui, à un moment, il hésite vraiment, il est là. J'ai viens contrôler la hanche, non, j'ai viens contrôler le poignet, non, j'ai viens contrôler la hanche, non, finalement l'avant-bras, tu vois. Et ça laisse du temps à Krutschmer de pouvoir améliorer sa position comme ça. Et donc tu vois qu'il, quand c'est au sol, il est encore fort dans sa tête. C'est pas naturel, c'est pas automatisé, ça demande de la réflexion. Et le fait qu'il y ait de l'hésitation sur quoi faire avec mon bras droit, ça montre que c'est pas un niveau élite. Ah non, non, Et ouais, ça, ça c'est c'est très sûr. récent. Et ça, c'est très récent. Enfin, et quand je dis élite, c'est même pas, enfin, tu vois, c'est même pas décent, quoi. C'est plutôt moyen, moyenne basse. Voilà. Donc moi, je le vois pas. Ce qu'il a dit dans l'interview, c'est juste pour avoir une citation dans l'interview, je pense. Une citation dans quel sens? Ouais, je vois pas Jalil Willis claquer au sol et soumettre Doumbé. Ah, le soumettre, non. C'est ça qu'il dit, je pense, hein, dans l'interview. Donc, Non, ça serait difficile à voir. Après, je t'avoue qu'au début, quand tu le vois évoluer un petit peu en lutte, tu te dis, ah, s'il vient de la lutte universitaire, la lutte américaine, on pourrait avoir de meilleurs contrôles, tu vois. Au ouais, sol, ouais. un meilleur, ce qu'on appelle back ride, donc être capable de conserver le dos, un meilleur leg ride, donc quand tu vas chevaucher la jambe avec un crochet, mais moi je l'ai pas vu, hein. Ouais, Franchement, je le mais vois c'est pas ça. dans les combats. On n'aime pas faire ça. On n'aime pas discréditer avant que le combat ait lieu. Mais là, Willis, de ce que j'ai vu récemment dans ses combats sur l'aspect grappling, ça me donne pas l'impression qu'il sera capable de dominer Doumbé sur l'aspect grappling. Et le combat a été, enfin, c'est d'abord
Derek Henderson qui était supposé combattre contre Doumbé, ça a été annulé. Jalil Willis le prend et ça c'était il y a 3 semaines et demie, 4 semaines. Donc Ouais. c'est pas, enfin, tu vois, il sait qu'il va affronter Doumbé depuis même pas un mois. C'est pas sur. Je sais que tu en as déjà parlé. Hein, quand tu as une bonne base sur un training camp, puis il y a moyen de mettre en place des techniques, etc. Là, c'est un training camp qui est très très court. Je pense pas que sur les 3 semaines de prépa pour ce combat, il aura le temps de développer un jeu au sol qui lui permettrait de chercher la victoire via ce chemin. Ouais, non. Alors, sur le sol en MMA, effectivement, il y a le grappling, mais il y a le sol de lutte. Hein. Ouais, Le sol de lutte universitaire, le sol de lutte de folk style, il est quand même bien, bien avancé, très, très évolué. Tu as des entraînements où tu travailles quasi que sur le maintien de l'adversaire au sol. Ouais. Parce que tu gagnes. Hein. Si tu gardes ton adversaire au sol, que tu le mets sur les épaules au sol, le combat est terminé. Donc, par contre, si effectivement il a un gros passif, il en a fait quand il était jeune à l'université, pour moi, c'est 2-3 semaines, tu relances la machine, tu vois, c'est pas... Ouais, mais Je t'avais raconté cette anecdote où j'étais aux États-Unis et je tournais avec, en lutte avec un combattant qui a fait l'UFC ou qui a fait juste le TUF ou les Contenders, je sais plus. Tu te rappelles de son nom ou pas? Non, ça... Diamond, je crois qu'il s'appelait. Tu vois, Diamond quelque chose? Blood Diamond, non. Son surnom, c'est Blood Diamond? Non, rien à Non, je crois que c'est son prénom, son nom de famille. Bref, alors, l'anecdote. Voilà, Poirier? Non. Super sympa. Tyler Diamond, qui est au Bellator d'ailleurs. Franchement, il a très très sympa comme type. J'ai beaucoup apprécié, je me suis beaucoup entraîné avec lui. Et donc, premier entraînement, je fais un sparring de lutte, tu vois, avec lui. Et sauf que moi, je faisais beaucoup de lutte et lui, il avait le tatouage, tu vois, lutteur américain à NCAA sur le. Et en fait, ça faisait quand même 2-3 ans qu'il était dans sa dynamique de MMA, à frapper, shooter. Et moi, je faisais quand même pas mal de lutte, vraiment avec la mentalité lutte, et j'étais sur tout le travail, ce qu'on appelle hand fighting, pour pouvoir créer les ouvertures, tu vois. Et je score la première, je score sur la première manche, tu vois, les 2 premières minutes. Je dis, oh, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, ce mec-là, attends, il fait ça depuis qu'il est gosse, il y a un truc, tu vois. Et dans sa tête, c'est comme si il est passé de lutte MMA à lutte, oh, j'ai des ballons. C'est quoi ce truc? Bref, il est passé de sa lutte MMA à sa lutte folk style. Bon, après, je me suis fait ronger, hein, il m'a jeté, tu vois. Mais parce que il s'est dit, mais ouais, c'est vrai, c'est pas les frappes, c'est tout ce qui est hand fighting, c'est créer les ouvertures, déplacer, etc., tu vois. Mm-hmm. Il lui a fallu 2 minutes pour se ressasser toutes les techniques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait aussi avoir un Jalil en 2 semaines, être capable de re-switcher sur son background. Re-switcher, voilà. De travailler, de se rappeler un petit peu les fondamentaux. Ah ouais, quand je vais sur double, s'il défend, je pars sur single, je tire, puis je réattaque là, tu vois, faire du chaining et que ça revienne, ce qu'il n'aurait peut-être pas fait sur d'autres combats où on se dit, c'est un peu moyen, tu vois. Ouais, donc on pourrait avoir cette théorie de nouveau, hein, comme souvent, un lutteur qui est tombé amoureux de son pied-point. Et ici, quand il sait qu'il affronte un meilleur striker que lui, il pourrait se dire, ok, bon, cette fois-ci, je déconne pas, je suis là pour la victoire, je prends mon chemin vers la victoire qui est dans la lutte. Voilà, et c'est de la spéculation, les amis, hein. Comme d'habitude, nous, on spécule ici, hein. Ah ouais. Mais quand je vois sa variété technique en kickboxing, je trouve qu'il y a quand même une intelligence derrière. Une intelligence, une volonté de créer des choses, créer des ouvertures et tout. Et cette intelligence, elle peut être mise dans son game plan, aussi sur le plan lutte. Se dire, ok, je dois avoir une variété, je dois avoir du chaining et tout. Donc, il y a un monde où on pourrait avoir ça qui se produit, tu vois. Ouais, on en parlera dans la partie game plan du podcast, mais c'est vrai que quand tu regardes le premier round de Baki contre Doumbé, il n'y a pas beaucoup de maintien au sol, mais il y a plusieurs amenés au sol, ça dérange Doumbé et ça permet à Baki de prendre le round. Et on le dit souvent, en MMA, tu peux gagner juste en prenant 2 des 3 rounds et il pourrait prendre du coup, tu peux voir ce chemin de victoire, prendre 2 des 3 rounds, voire les 3 avec de la lutte sans pour autant que ce soit de la lutte ultra dominante. C'est juste une lutte suffisante à prendre les rounds, quoi.
Ouais, et puis on a les infos, on a déjà des informations. Il a déjà, Jalil Willis, des informations sur la lutte défensive de Cédric. Mhm. Il sait à peu près ce qu'il va faire une fois qu'il est mis au sol. Il va passer sa papillon. Jalil l'a déjà eu, une papillon pour une défense de mise au sol. Il va chercher à reculer à la cage. Il a les grands birolles qu'il utilise. Ouais. Donc c'est autant de choses qui peuvent lui permettre de se dire, ok, si je prends son dos, je dois me méfier du grand birol, donc je dois tourner, je dois ouvrir mon grip pour le laisser tourner et pour le suivre, tu vois. C'est, enfin voilà, je pense que c'est des éléments qu'il aura vu, j'imagine, tu vois. Ouais, ouais, bah, c'est ça. Il a de quoi analyser. Et si on spécule sur le fait que ça reste un combattant cérébral qui va venir préparer par rapport à son adversaire, il a de quoi bosser face à Cédric Hum, Doumbé. hum, hum. Parfait. Passons à Cédric Doumbé, hein. On le connaît tous, mais on va quand même prendre la peine de le décrire, surtout que c'est dans son dernier combat qu'on a eu le plus d'informations, je trouve. Et par conséquent, toutes les analyses qu'on a faites de Cédric Doumbé, c'était avant ce combat contre Baki, donc il y a des nouvelles choses à dire. 5-1 en MMA, après sa transition de sa superbe carrière en kickboxing, où il a eu 2 vrais règnes en tant que champion du Glory dans l'une des divisions les plus relevées, si ce n'est la plus relevée. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui son style, ses forces, ses faiblesses, sans avoir peur de répéter ce qu'on avait déjà dit en préambule de son combat contre Baki? Alors, Cédric, pour pas tout répéter, mais c'est quand même intéressant de revenir sur certains Oui, je basiques. trouve. Ouais. Je vais revenir sur les basiques. Donc déjà, il est droitier. Mhm. Une des choses à avoir en tête, c'est sa taille, son allonge. Ouais. Donc il fait 1,73, 1m73 pour 191, 191 cm d'allonge. Il faut se rendre compte, c'est complètement dingue. Et donc, pour ceux qui aiment beaucoup son style, sachez que il est très bas, donc très tanké dans le sol, très, très, très solide dans le sol, mais avec une allonge phénoménale, quoi. Ouais. Et ça explique aussi, hein, c'est un peu comme, comment il s'appelle, Marcelo Garcia, tu vois. Très petit, beaucoup plus lourd que ce qui paraît être, tu vois, et qui excelle dans la division. Lui, c'est un peu pareil. Il est très petit, très très lourd physiquement, et avec une allonge qui permet de concurrencer, tu vois, des Jalil Willis, qui est 7 cm plus grand et 2 2 cm de cm de moins. moins, ouais. Donc voilà, donc je voulais revenir un petit peu sur ce truc-là qui est important. Et alors pour le décrire un petit peu différemment, au-delà que c'est un kickboxer, donc dans sa reconversion en MMA, il utilise une garde avec beaucoup de poids sur la jambe avant, avec la tête vraiment en avant, ce qu'on appelle en anglais distance deception. Okay, c'est la tromperie sur la distance. Ça veut dire qu'il va se placer, on pense beaucoup plus près qu'il ne l'est réellement, et il peut avoir un retrait soit de tête, ou soit s'il y a un takedown, les jambes qui sont déjà parties, parce qu'elles sont beaucoup plus loin que ce que tu penses avoir, tu vois. Ouais. Ce qui lui permet d'avoir une excellente anglaise pour les contres. Et par contre, ce qui va forcément diminuer, on va dire, les kicks, entre guillemets, tu vois. Donc les jambes sont plus loin. C'est pas un kicker à la base, même s'il a un très bon low kick. Mais voilà, pour le décrire un petit peu, un combattant qui va avoir la tête beaucoup en avant, qui va mettre sous pression, qui va chercher à déplacer sa tête, laisser sa tête en appât, donc ce qu'on appelle le bait, donc qui est devant et tout. Et puis si vous cherchez à le toucher, soit il va glisser, soit il va faire un pull counter, reculer sa tête, chercher à connecter, Ouais. ou sauter tout simplement pour le crochet avant. Ouais. Voilà. Ouais, c'est une bonne façon de le décrire. Je pense que forcément, avec une garde pareille, un élément qui est très très important, c'est la réactivité. Il a une excellente réactivité. Ça, c'est un truc. Son timing et sa réactivité sont énormes. Il est assez explosif, même dans sa lutte défensive. Ouais, c'est une bonne façon de le décrire. Il aime bien travailler quand même sur le pied avant aussi, mettre la pression. Il néglige pas les body shots. Il a pas mal de finish qui partent de body shots, voire même qui sont dus au body shot directement. Donc, je pense que c'est important aussi à souligner, parce que c'est encore un peu sous-utilisé en MMA, mais ça commence à y avoir de plus en plus de combattants où on souligne le fait qu'ils frappent beaucoup le corps. Je vais juste revenir sur les 2 mots que tu as dit sur la L'explosivité, ouais, réactivité et réactivité timing. sur les contres, et l'explosivité sur les défenses, c'est ça? Ouais, sur les défenses de lutte. Ouais. Moi, j'aime pas trop, hein, ou même par exemple sur le timing ou des choses comme ça, parce que après ça pousse
les coachs et les combattants à penser qu'il fallait travailler en préparation physique, l'explosivité, ou alors, tu sais, toucher avec les petites lumières comme ça, la réactivité et tout, tu vois. Et pour moi, en fait, il y a des tricks comme ça, il y a des astuces qui te permettent de paraître ultra réactif ou explosif, notamment sur le fait d'avoir le poids beaucoup en avant. Donc, quand tu vois le gars qui descend, vu que tes jambes sont déjà placées en arrière, ça te permet, même avec une demi-seconde de retard, tu mets tes jambes en arrière et t'as sprawlé, tu vois. Ouais. Si tu mets ton corps bien droit et qu'il shoot, là, c'est déjà trop tard. Si tu es comme ça, à ce moment-là, tu vois la différence entre... Ouais, parce que tu as plus de trajet. Voilà, tu as plus de trajet. Donc, quand tu es comme ça, quand il passe cette ligne-là, tu sprawls. Et les gens, ils disent, wow, t'as vu ça, la réactivité, les sprawls, ils les voient direct. C'est juste que ses jambes sont un peu plus loin, que ses hanches sont un peu plus loin, tu vois. Ouais. Et sur la tête en avant, bah, c'est un peu la même chose. En fait, quand tu rétractes ou quand tu vas frapper, tu vois, tu es déjà en avant. Tu as déjà parcouru une certaine distance. Il y en a, ils sont comme ça. Ils vont placer leur épaule droite. Ils envoient la droite sans armer. Donc, ça, tu vois, si ton épaule en arrière comme ça, tout ce chemin-là avant de passer, c'est pas grand-chose. Tu dois pas le faire. Ouais, mais ça joue. Ouais, c'est peut-être 15%. Ouais, 15%. Et 15-20% plus rapide que si tu avais l'épaule en arrière. Quoi, ouais. Ou sur le jab, tu vois, tout ce qui est flicker jab. Moi, il y en a, des fois, ils me disent, ouais, purée, je vois pas tes frappes arriver. Mais c'est juste que, j'arme pas. Ou alors, je mets mon épaule, je fais la moitié du chemin avec mon épaule, je tends, et c'est déjà dans le nez, tu vois. Mais comme ils sont habitués à avoir des gars qui restent toujours dans la même garde et qui font ces 15% en plus, ouais. Je suis pas rapide. Tu vois, je suis pas plus rapide qu'un autre. C'est juste que c'est des petits tricks qui permettent de gagner en réactivité, en explosivité. Voilà, c'était encore une petite digression, mais gardez ça en tête. Elle est super intéressante. Moi, je l'apprécie particulièrement. En général, quand je donne mes cours privés ici, c'est le premier truc que je regarde, c'est si mes élèves arment ou pas leur jab et leur direct. Et c'est un truc sur lequel il faut absolument bosser parce que si à chaque fois que tu envoies un jab, tu baisses ta main et puis tu l'envoies, c'est un indicateur que tu donnes. C'est bien pour les feintes, mais par contre, si tu veux toucher avec ton jab, tu vas frapper plus fort, mais tu vas frapper plus fort à côté, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc perdre du temps à faire des sauts, prendre la balle, jeter, machin et tout comme ça, en pensant que vous allez être plus rapide, plus explosif à envoyer votre jab, vous vous trompez littéralement. C'est pas là que ça se fait, c'est dans la technique. C'est ici, et il faut, ta main elle est placée, elle part directement, il n'y a pas de geste parasite. Au niveau des pieds, il n'y a pas de geste parasite. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'on l'a vu au moment où Usman est passé chez Trevor Whitman. C'est une grosse différence qu'il y a eu Son jab est devenu excellent parce qu'il ne le charge plus du tout. Et c'était une démonstration contre Burns. Ouais. Ça, c'est ce que j'appelle moi des gestes parasites. Et c'est vrai qu'il est important en tant que pratiquant ou en tant que coach de chasser entre guillemets ces gestes parasites, même dans le jeu de jambes. Sauf si tu es Jiri Prochaska. Parce que ça fait partie de ton jeu. C'est-à-dire Ouais. Non, j'appelle des gestes parasites, c'est genre, tu vois, comme tu dis, la main qui descend, ou alors tu vas envoyer un 1-2 et puis et tes pieds sont mal placés, donc tu es obligé de te replacer derrière, tu vois. Il y a plein de petits éléments qui rendent le... Ouais, c'est ça, ou quand tu rétractes d'un middle kick, par exemple, tu as d'abord ton pied qui vient à côté de ton pied d'appui et puis qui refait un deuxième pas pour reprendre ta posture. C'est des classiques. C'est des classiques sur lesquels il faut se concentrer. On est d'accord là-dessus. On a fait notre digression. Je pense qu'on a bien fait le tour des profils. On va passer à la partie game plan maintenant. On va commencer par Jalil Willis. Tiens, qu'est-ce que tu recommanderais si tu faisais partie de son camp d'entraînement à l'approche du combat contre Cédric Doumbé? Donc je pense que j'utiliserai un petit peu quand même sa force de variété, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il y aurait un intérêt à faire remonter cette tête de Cédric Doumbé. Ouais. Pas avec des high kicks, bien évidemment, mais je pense qu'il y aurait vraiment un intérêt. Donc, peut-être avec des front kicks, tu vois. Au visage qui en fait est très bas, donc c'est des front kicks un peu haut, quoi. Ouais. Mais pas pour chercher à se dire tiens, je vais faire une machida ou. Non, c'est à la Jailton Almeida, je trouve. Ouais, voilà. Tu vois, Jailton Almeida, il le met devant pour que le gars remonte et puis il peut shooter dans les jambes. C'est la logique de j'ai envie de te lever pour avoir accès à quelque chose d'autre derrière. Je pense qu'il doit pas mal circuler parce qu'on a quand même un Cédric Doumbé qui est très patient, qui, tu vois, il va chasser, il va s'avancer, etc. Donc, je pense qu'il aurait un intérêt, Jalil Willis, à beaucoup se déplacer, chercher à frapper, faire remonter cette tête.
sans engager de frappe réellement. Parce que c'est ça hein, que Cédric va chercher. Tu envoies une frappe où tu veux mettre, je sais pas moi, un front kick super appuyé, il va saisir ta jambe et il va te connecter, ou un jab un peu trop appuyé, il va l'esquiver, il va te connecter. Et donc, ça sera un peu plus ça. Peut-être à chercher, s'il rentre, à casser la distance, tu vois. Ouais. Pour fatiguer les bras de Cédric Doumbé. Je pense absolument pas qu'il doit directement menacer les mises au sol, tu vois. Non, pas dans un premier temps, mais il doit pas non plus trop tarder avec ça. Il doit l'avoir en intention, parce que tu prends l'exemple de Pereira contre Hill. Je sais pas quelles étaient l'intention de Hill, mais voilà, s'il avait l'intention de lutter à un moment, il a même pas eu l'occasion de commencer à l'utiliser, quoi. Donc ça, c'est tout le truc. C'est si son intention est de lutter à un moment dans le combat, tant qu'il commence pas à montrer sa lutte, il doit être très vigilant, très prudent, et comme tu l'as dit, ne pas s'exposer à un quelconque contre. Donc moi, j'avais noté beaucoup de feintes, chercher à frustrer. Faire contrer dans le vent Cédric Doumbé. Et tu as parlé tout à l'heure des flicker jabs. Moi, j'ai beaucoup franchement, c'est un choix stratégique incroyable de la part de Baki d'utiliser des jabs juste devant les yeux, pas spécialement pour toucher, mais pour gêner. Et je pense que ça, s'il y a bien... Baki a fait beaucoup de belles choses dans le combat contre Doumbé, mais s'il y a bien un élément à retenir pour les prochains adversaires de Doumbé, c'est ça, c'est les jabs un peu fouettés, sans s'exposer au contre, mais qui viennent gêner, qui viennent devant le visage, qui font un tout petit peu reculer la tête de Cédric pour le sortir justement de sa posture classique en MMA. Moi, je pense aussi, hein, tout ce qui est flicker jab, je pense qu'il doit pas mettre de frappes qui soient engagées. Ou les frappes qui doivent être engagées, je leur dis, hein, je pense que tout ce qui est coup de genou sauté, type ciseaux, face à quelqu'un qui est relativement bas et qui chasse et qui n'a pas de déplacements latéraux, ça reste intéressant, surtout si derrière tu as une stratégie de mettre au sol, tu vois, parce que tu peux rapidement saisir le type. Et oui, frustrer, je pense que c'est intéressant de pouvoir frustrer un chasseur, tu vois, qui est quelqu'un qui attend pour pouvoir te toucher, te connecter. Surtout, ça va être le danger, en tout cas pour Jalil Willis, c'est de se dire oh, c'est bon, je suis un bon kickboxer, à la salle ça se passe bien, mes combinaisons elles sont efficaces. Respecter le striking de Cédric Doumbé. C'est vraiment... Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, tu vois, sur la stratégie de Baki, c'est que son coin, ses coachs ont dit tu dois partir du principe qu'il te touche, tu tombes, tu vois. Tu peux pas être touché, c'est... tu vois, et après le combat, il dit ouais. Après le clinch is lava, c'est le touch is lava, tu vois. Ouais, mais cette stratégie-là, je la trouve extrêmement judicieuse. Peut-être que sur une revanche, il serait un petit peu moins, il suivrait un petit peu moins cette stratégie parce qu'il a senti un peu les choses, la puissance de frappe. Mais je pense que c'était une très très bonne stratégie. Ouais. Je pense que c'était une très très bonne stratégie parce qu'effectivement, si tu commences à prendre la confiance, il a touché, ça faisait pas très très mal, ça va, et puis que tu te fais connecter au deuxième ou au troisième, t'as l'air malin, tu vois. Peut-être qu'il y en a 5 qui vont passer, qui vont pas te faire mal. Mais c'est déjà trop, 5, tu vois. Ouais. Peut-être que la 6e sera celle qui te fait tomber. Donc je pense que stratégiquement, il devrait avoir la même idée. Ouais, et justement, parce que tu vois, difficile de passer un combat sans engager vraiment dans une combinaison ou quoi. Moi, ce que j'avais noté, c'est que quand tu engages et que tu prends un risque de te faire contrer, pour minimiser le risque, c'est d'engager dans une combinaison ou d'engager dans un shift, par exemple, pour chercher le clinch derrière. Tu vois, c'est pas pour que ta combinaison touche en pied-point, c'est pour que derrière, tu arrives à obtenir un clinch, venir le coller à la cage, et puis comme tu l'as dit, fatigué, s'il y a une possibilité de le lutter, venir le lutter, évidemment, ça doit être opportuniste. Donc moi, j'avais noté ça aussi, parce que bon, c'est difficile de gagner un combat face à un striker en faisant que des frappes qui sont pas là pour faire mal, quoi. Non, c'est sûr, sûr. Du côté, est-ce qu'on a fait le tour de Jalil Willis? Je pense que ce sont des bons éléments stratégiques, des bonnes clés pour la victoire. Oui, je pense. Et puis, comme tu l'as dit, chercher peut-être la mise au sol, ou chercher peut-être comme je dis, plus à lutter à la cage, à frapper, à chercher les coups de genou à la tête, tu vois. C'est pas quelque chose qui existe en K1, le clinch. Ouais, le clinch rallongé, ouais. Le clinch rallongé, tous les clinch taille, tu vois, c'est des choses qui n'existent pas. Je pense qu'il est relativement explosif. Ça peut le gêner, ça peut clairement le gêner, ça peut le fatiguer au niveau des épaules et des bras, et ça peut être aussi une solution. Ouais. Et petite question intermédiaire.
si on part du principe que la décision est probable dans ce combat, à la place de Jalil Willis, c'est difficile, mais c'est très intéressant de prendre le premier round. Du fait que justement, Doumbé, on part du principe qu'il prend ce combat pour se relancer. Mentalement, s'il ne prend pas le premier round, il va très vite être mis sous pression dans le combat. Donc ce serait un bon élément pour Jalil Willis de réussir à prendre le premier. Parce qu'après, il devra en prendre plus qu'un des deux suivants si ça va à la décision. Donc, je m'attends pas du tout à ce qu'il vienne avec une stratégie très complexe, Jalil Willis, mais clairement, je suis d'accord que s'il vient avec une stratégie réfléchie, il aurait cet intérêt-là. Ouais, clairement, on est d'accord là-dessus. Dépendant aussi de l'intensité que met Cédric Doumbé au premier round, tu vois. Et tu penses que c'est donc avant de passer à la stratégie de Cédric Doumbé, est-ce que tu penses que Cédric Doumbé va venir pour finir le combat assez tôt et donc une grosse intensité, une grosse pression dès le premier round, ou que ce sera plus dans la mesure? Non, je pense que ça serait une erreur. Je pense que ça serait une erreur pour Cédric de vouloir le mettre KO au premier round pour son public. Je pense qu'il a fait un choix sportif aussi et qu'il doit rester là-dessus. C'est bon si. Moi, je m'attends quand même à ce qu'il gagne par KO, mais je pense pas dans le premier round, tu vois. Tu fais un petit teasing là sur la partie pronostic. Voilà, je pense qu'il doit partir du principe que le gars va arriver et être au meilleur de sa forme, avec une super stratégie, et donc il va devoir construire son KO. Après, voilà, tant mieux pour lui si Jalil Willis arrive et qu'il est trop confiant et qu'il le mette KO dans le premier round, mais il ne doit pas partir de ce principe-là. Qu'il y a une probabilité qu'il gagne par KO au premier round sur un Jalil Willis qui le sous-estime, clairement. Mais par contre, je pense qu'il doit partir. Non, on est entre guillemets dans la cour des grands, il va falloir construire, il va falloir le mettre KO au deuxième ou au troisième. Et je crois pas que la pression va le faire choisir le premier round et tout donner, tu vois. Ouais, je pense que là, il se remet dans un nouveau mindset, Cédric Doumbé, vraiment, comme tu dis, sportif. Moins se mettre de la pression par rapport à plaire au public. Là, je pense qu'il a eu un petit aperçu de ce que le public te rend en tant que combattant. Et donc maintenant, je pense qu'il sera beaucoup plus ingrat envers le public. Si je peux, j'aime pas utiliser ces termes, mais je pense qu'il sera peut-être un peu plus stoïque par rapport à l'attente qu'il peut avoir des fans et du public. Ouais. Il y aura moins d'attente en fait. Ouais. Mais tu vois, contre Baki, je pense qu'il n'avait pas prévu de gagner au premier round par KO, tu vois. Non. Donc à partir de là, je pense que peu importe qu'il a dans ses stratégies, il reste enfin voilà, les gros punchers, les gars qui gagnent par KO, ils viennent rarement pour gagner par KO, tu vois. Ouais. Ils construisent leur jeu, ils gagnent par KO bien évidemment, mais c'était pas dans leur intention. Surtout de chercher le KO à tout prix. C'est ça, tu vois. mais exactement. Surtout que lui, particulièrement, il n'a pas besoin de chercher le KO pour l'obtenir parce qu'il a juste une grosse puissance de frappe et ça vient sur une touche en fait. Du côté de Doumbé, du coup, si tu étais dans son coin, si tu travaillais à la Hatch Academy, quelles seraient les recommandations? Je pense que déjà le matchmaking est plutôt favorable pour son style de combat. Donc moi j'aurais pas réellement de recommandations. Je pense qu'il doit travailler comme il a l'habitude de faire, utiliser son jab, mettre de la pression, chasser, se méfier un petit peu de la puissance de frappe de début de combat. Parce que je pense que quand même Jalil Willis il reste relativement explosif. Et voilà, ne pas se faire surprendre, ne pas sous-estimer. Les 5 victoires de Jalil Willis par KO ou TKO, c'est au premier round. Les 5. Il a 5 victoires par KO, c'est 5 fois au premier round. Donc ça, voilà, tu as complètement raison. Il n'a jamais gagné par KO. En fait, c'est simple. Soit il gagne par KO au premier round, soit il gagne à la décision sur ses victoires. Il n'y a pas d'autre scénario. Et il a perdu pas mal au premier round aussi. Alors, toutes ces défaites par finish, c'est au premier round. Les 4, il s'est fait finaliser 4 fois sur ses 5 défaites. C'est chaque fois au premier round. Et attends, je suis dessus. En fait, la logique avec Jalil Willis, c'est si ça passe le premier round, ça se termine pas au deuxième ou au troisième, ça va à la décision. C'est ça la logique pour l'instant de sa carrière. C'est intéressant ça. Écoute, moi je pense que par contre il va se faire mettre KO au deuxième. Ça va changer un petit peu la logique. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense que d'un point de vue style, c'est un combat qui a été très bien choisi, même si c'était pas le premier choix de Cédric Doumbé. Au final, celui-ci, je le trouve
D'un point de vue Mieux. style, je le trouve plus avantageux que Derek Anderson. L'avantage de Derek Anderson, c'était plutôt son inactivité récente qui faisait que voilà, c'était un bon nom à prendre parce qu'il avait peut-être plus d'éléments qu'on pouvait vendre du côté de Derek Anderson que du côté de Jalil Willis. Mais d'un point de vue style, je pense que Jalil Willis est encore plus adapté que Derek Anderson. Moi, j'ai plus travaillé sur des techniques. Tu vois, je trouve qu'il y a une dualité qui peut être intéressante pour Cédric Doumbé entre son overhand et son uppercut. Pourquoi je dis ça? Parce que son overhand ou cross-counter, ça peut être une très bonne arme pour contrer les jabs de Willis. Et l'uppercut, ça fonctionne bien face à quelqu'un qui ancre quand même pas mal ses jambes. On l'a vu esquiver en faisant des duck under, donc l'uppercut doit être au moins montré. J'aime bien aussi l'idée des genoux sautés du côté de Cédric Doumbé. Ils sont très bons. En kickboxing, il les utilisait très bien. Ça peut lever la posture de Jalil Willis pour après envoyer les low kicks. Et voilà, je pense qu'il doit venir aussi en mode comme Conor McGregor en début de carrière UFC. J'aime bien décrire ça en contreur agressif. Donc quelqu'un qui vient mettre la pression, mais sans trop de volume pour engager, mais plus pour forcer l'adversaire à engager, parce qu'il est acculé contre la cage, et chercher à contrer ça. Donc contreur agressif, je pense que le terme est bien utilisé. Et donc il doit avoir bossé ses contres sur les jabs de Willis avec le cross-counter, sur les directs avec le check hook. Comme j'ai dit, il est très ouvert au check hook selon moi. Et par exemple, travailler le catch counter sur les low kicks que pourrait envoyer Jalil Willis quand il n'est pas trop mis sous pression. Donc, voilà, c'était ça mes recommandations. C'était plus, pas spécialement sur, tu vois, on parle toujours de game plan d'approche et game plan technique. Ici, c'est plus game plan technique sur lequel je pense qu'il y a un focus qui est à faire. Moi, je suis très d'accord avec toi. Je voulais juste revenir un petit peu sur la hype autour du combat et sur, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont dit il va affronter un plombier, ça m'intéresse pas, etc., tu vois. Ouais. Et par contre, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout non plus. En fait, styles make fight, c'est comme ça que je le décrirais. C'est pas du tout un plombier Jalil Willis. Pour preuve, son palmarès face à du bon niveau. Ses défaites, comme on l'a dit, c'est que contre des gars legit, et ce sont des défaites legit quand tu regardes le combat en soi. Ouais. Donc c'est un bon adversaire. Par contre, la réalité, c'est qu'il est quand même assez large favori, mais c'est juste parce que voilà, les styles fonctionnent comme ça. J'ai envie de faire cette comparaison. Alors, je sais que les gens vont peut-être pas aimer la comparaison, mais ça me fait penser un peu à Jamal Hill contre Pereira. Jamal Hill, c'est un excellent combattant, mais pour moi, Pereira était large favori parce que c'était adapté à son style. Et preuve en est comment le combat s'est passé. Et les gens, après le combat, ils n'ont pas dit Jamal Hill est nul. Personne n'a dit ça. C'était juste. Et on était tous hypés par ce combat-là. Parce qu'il y avait quand même cette probabilité d'avoir un Jamal Hill qui trouve une solution, tu vois. Ouais. Et donc, je voulais revenir là-dessus parce que je trouve que, le combat est très, très intéressant. Si on met de côté un petit peu tout le truc autour de Cédric Doumbé, tu vois, et qu'on vient un peu sur les basiques des fans, des sportifs français, des combattants français, moi, c'est un combat, je vais le regarder. J'ai vraiment hâte de le regarder. Je pense que ça va être un... Je vais plus que le regarder, moi, je vais le commenter. Comme ça, je fais la petite pub. Ce sera moi au commentaire sur DAZN. Ok, on verra si tu gardes ta neutralité. Non. Si tu es pro ou pas pro, c'est Cédric Doumbé. Non, mais clairement, si vous n'avez qu'écouté pour l'instant notre analyse, franchement, allez regarder un petit peu le combat de Jalil Willis contre le gars avec un prompt. Crutchmer. Avec Crutchmer. Non, je pense que ça va vous hyper. Je pense que ça va être bien. Et je pense que si on est un peu plus... comment dire ça bien... Avec une volonté bonne, tu vois. Je trouve ça très bien pour Cédric Doumbé, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est un très bon combat. On a beaucoup critiqué son côté un peu showman, etc., les stats, le public qui ramène et tout le bazar. Là, on a un combat sportif. Sportivement, c'est intéressant sur le papier. Oui, clairement, il est favori sur le combat, mais c'est normal. Il y a des combattants qui doivent être... prendre de la maturité et tout. Il est quand même relativement jeune dans sa carrière MMA. Dans sa carrière MMA. Et oui, moi, je vais le regarder et je vais le supporter parce que je pense que ça va être très, très chouette, quoi. Mm-hmm. Voilà. Ah ben,
J'aime bien le fait que tu aies pu prendre ce temps de le préciser, parce que c'est d'office important sur une vidéo de Cédric Doumbé. Alors, on sait évidemment que tous les haters et tous les gros lovers de Cédric Doumbé ne seront pas arrivés à 49 minutes de ce podcast pour écouter ça. J'en profite du coup pour tous ceux qui sont encore connectés et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Et tous ceux qui sont là, je sais, si je vous dis pas like, vous oubliez de liker. Donc, likez la vidéo et mettez-nous votre petit pronostic en commentaire. Et les haters, c'est les lovers de Cédric. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous écrivez « Si je suis allé jusqu'au bout ». Et vous précisez « Je suis un hater », je suis un lover. Voilà. Comme ça, on a toutes les infos, on pourra faire des stats derrière. Ok, mais justement, tu as un tout petit peu parlé, on a tous les deux parlé du fait qu'il avait un statut de favori. Ici, les cotes sont disponibles chez notre partenaire unibet.fr. Ah ouais. Donc, si, encore une fois, on a un lien en description qui vous offre un free bet allant jusqu'à 100 € à l'inscription. Si vous vous inscrivez, s'il vous plaît, faites-le de manière responsable, jouez de manière responsable avec un esprit vraiment ludique, une approche ludique du jeu. Donc ici, on a Doumbé qui est favori à 1,27 contre 3,45 pour Jalil Willis. On est donc sur un 75-25 et je vais quand même dire 75-25 pour la traduction. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, oui, ça me semble correct, ouais. Ouais, j'aurais pu être sur un 80-20, mais ouais, je pense que tu vois, après analyse, 75-25, c'est correct. Moi, je pense que c'est clairement un 80-20 si Jalil Willis vient avec une bête stratégie qui vient pour striker contre Doumbé, par exemple. Là, on serait sur un 80-20. Et je pourrais même aller jusqu'à 70-30 de l'autre côté en me disant, ouais, Jalil, il vient vraiment avec la stratégie optimale pour chercher ses chemins vers la victoire, pour aller chercher plusieurs fois des amenés au sol, gagner le combat à l'image du premier round de Baki, mais multiplié par 2 ou par 3, répliqué sur le deuxième et le troisième round. Donc voilà, avec une bonne stratégie, je vois un 70-30, avec une mauvaise stratégie, je vois un 80-20. Donc je veux bien m'équilibrer sur le 75-25. Je trouve qu'elles ont été bien définies. Bon, nickel. Je viens de voir sur les cotes qu'il y avait, il y avait quand même des chouettes combats. Des chouettes cotes des chouettes combats avec les Français, tu vois, avec Baben, Gauthier, Grégory Baben. Je trouve sa carrière assez incroyable et Yves Landu, tu vois. Ouais, et puis le main event, franchement, Pachimix, moi je le kiffe, ce mec. Ouais. Non, ça va être un chouette événement qui passe sous les radars, tu vois. Ouais. Pronostic. Toi, t'avais dit Doumbé, KO, deuxième ou troisième? Je pense deuxième. Ouais, moi, c'est ça que j'ai noté. J'ai Doumbé par KO au deuxième. Perso, c'est ma préférence. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, moi, ma préférence, ce serait premier round, tu vois. Mais, quoique... Non, moi, j'ai envie de continuer à avoir du contenu. J'ai des minutes de Cédric Doumbé en MMA. J'ai besoin de voir plus. Parce que comme tu l'as dit, il est encore jeune en carrière, donc j'ai envie de voir ce que ça donne dans un combat où il finit pas trop tôt, quoi. J'aime bien l'idée du KO, tu sais, au quatrième minute du deuxième round. J'aime bien cette idée, moi. Ouais, je pense que pour nous, après, je pense que lui, en tout cas, je lui souhaite au premier round. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour sa carrière. Mais c'est vrai que pour nous, effectivement, préférence deuxième. Ouais, c'est ça. On va être égoïste. Et c'est notre préférence à tous les deux parce que voilà, ça permettrait de relancer sa carrière. En plus, on spécule tous les deux qu'il a un peu plus cette vision sport que réseaux sociaux maintenant. Et donc, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner un Cédric Doumbé beaucoup plus concentré sur son développement sportif que sur son développement médiatique, on va dire. Bon, du coup, vu nos pronos, est-ce qu'il faut appeler Jason James Reacher, l'acteur de Il faut sauver Willy. Et voilà, on clôture là-dessus. Merci à tous, merci Brian pour cet échange et je t'ai pas laissé le temps de rigoler parce que c'était vraiment nul. Oui. Merci à tous d'avoir tenu jusque-là. J'espère que ça valait la peine juste pour la blague de fin et à très bientôt. Ciao tout le monde.